Bonjour, ce mois-ci avec Charlotte, nous prenons la direction de Dinan. Charlotte, savais-tu que depuis 2019, les personnes sous tutelle ont le droit de vote? Ah non. Du coup, elles vont voter pour les élections européennes début juin. Et il y a une maison spécialisée à Dinan, près de Dinan, les Chandéols, qui font des ateliers citoyens hebdomadaires pour leur permettre d'accéder à ce droit. Et justement à la manœuvre, Yohan Lemagadou, qu'on va aller rejoindre, c'est un costard mauricain déterminé. Pour lui, les personnes en situation de handicap aujourd'hui n'ont pas de véritable place dans la société. Alors il multiplie les projets comme ces ateliers, mais aussi du surf, du théâtre pour essayer de faire bouger les choses. On va le retrouver. Bonjour Yohan. Bonjour. C'est ici qu'on organise des ateliers pour un peu tout comprendre du vote autour des européennes. Ici, c'est les ateliers citoyens qu'on déroule une fois par semaine. Et l'idée, c'est d'informer, de sensibiliser les résidents de la Masse au prochain scrutin. La Masse, c'est une maison spécialisée. Maison d'accueil spécialisée de l'association Coalia. Et puis, en fait, on développe depuis 2020 en fait, l'accès au droit de vote. Parce qu'il faut savoir qu'en 2019, toutes les personnes en tutelle en France retrouvent le droit de vote. Et donc, il a fallu mettre en place des modalités pédagogiques pour qu'ils découvrent et puis pour qu'ils accèdent à ce droit de vote réel. C'est dur de tout décortiquer de cette élection européenne. Qu'est-ce que aujourd'hui sur quoi tu vas axer particulièrement? L'idée, on va axer sur, alors c'est toujours pareil, c'est un travail qu'on fait collégialement ensemble. Et en fait, l'idée, c'est là aujourd'hui, on fait un focus sur les députés. C'est quoi leur fonction, à quoi ils servent, comment ils sont élus, pour que les résidents puissent aller voter en conscience et soient le plus éclairés possible, sachant qu'on n'est pas des experts de la politique. Donc c'est en toute modestie, mais un peu au mieux que rien du tout. De listes et de gens qui se présentent, il y en a beaucoup, beaucoup. Rien qu'en France. Mais aujourd'hui, Marine France, oh là là, le bordel. On se dit, vous pourriez exercer un peu d'influence. C'est un peu le problème, quoi. Quand on parle de ces ateliers citoyens, que ce soit ici ou la famille, on peut se dire, voilà, vous allez exercer de l'influence. Ouais, en fait, de toute façon, la politique, c'est un jeu d'influence. Donc, on n'a pas à les soustraire de ce jeu d'influence que font les jeux de la politique. Après, c'est à nous de mettre en place des modalités pour qu'on n'oriente pas trop, on n'oriente pas du tout les choix de chacun en fait. Comment vous faites ça? Par exemple, on minute à la montre les temps de présentation de chaque candidat. On essaie de se contenter des professions de foi qui parfois sont traduites en facile à lire et à comprendre. Voilà, donc on oriente le moins possible. Puis après, ceux qui veulent voter vont voter, ceux qui veulent pas n'y vont pas, c'est un choix. En fait. Là, c'est toutes les semaines, c'est ça, pendant plusieurs mois. Voilà, en gros, là, de mars à juin, on fait les ateliers citoyens. Et puis, à chaque scrutin, on procède de la même façon. Et là, ça concernait en France 300 000 personnes, c'est ça à peu 385 000. C'est très précis. Ouais. Okay. Donc eux font partie de ces effectifs. On se fait plaisir, mais c'est du boulot. Hein. Et bien justement, je te laisse apparemment projection. À quoi servent les députés européens? Les députés européens, comme les députés français, ont pour travail principal de voter les lois. Fabienne, elle nous dit déjà des petits éléments qui ont pu être dits. Avant de revoir une deuxième fois, on va voir s'il y a d'autres choses qui ont été retenues. Les députés français, ils travaillent que entre députés français, où ils font des groupes avec les députés des autres pays. Ils font des groupes. C'est bien, on a plein de choses, ouais. Ah oui, j'ai hâte de voter, oui. Je veux le faire comme les autres. Pour nous, pour qu'on vive bien. C'est important. Le 9 juin. C'est un dimanche, on va voter le 9 juin. Comment tu as décidé de mettre en place ces ateliers? À quel moment tu as eu un déclic et tu t'es dit on se lance, on crée ces ateliers? En fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, dans les établissements français, souvent, on se sent contraint par la loi, avec des réglementations, des textes, etc. Pour une fois, en 2019, il y avait un texte qui était très clair, qui disait, redonnons la parole aux personnes en tutelle en France, donc quasiment la totalité des résidents de la maison d'accueil spécialisée. Et puis avec Karine, on s'est dit, tiens, c'est l'occasion, on va se saisir de la loi pour faire changer les choses. Et puis en fait, la première chose qu'on a fait, c'est que on a fait comme un happening en mairie de Dinan, on a pris rendez-vous, on est venu avec 15 personnes, certains fauteuils, d'autres claudicants, d'autres très loquaces ou pas du tout. Et puis on a les inscrits sur la liste électorale en prévision du scrutin municipal de 2020.
Donc ça a démarré là. On s'est dit tous les deux là, qu'il fallait se saisir de ça pour y aller en fait. Donc ça a démarré comme ça. Et puis après, de fil en aiguille, en fait, on a construit pas à pas ce qui est devenu. C'était une démarche, c'est devenu une méthode quasiment. Et puis, Parce que là, ils ont voté pour les municipales, du coup, pour la présidentielle, je suppose. Présidentielle, législative, départementale, régionale. Ah, ils ont fait la totale, donc ils ont vu à peu près toutes les élections. Et le dernier, européen. Il reste, Il n'y en a plus qu'un, en fait, au final, ça serait le référendum. Mais bon, Ouais. il est très ponctuel. Donc, en fait, on a travaillé sur tous les scrutins. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on fait, on a les témoignages en dehors de Bretagne, en France en général. On est le seul établissement maison d'accueil spécialisé à se développer cette démarche aussi poussée. Du coup, nous, on veut que ça essaime, on veut que ça se développe, que les uns et les autres s'en emparent. Donc on va témoigner par Mons et par Vaux, en Bretagne ou ailleurs, quand on est invité, avec moi, Karine et Christy, un collègue ergothérapeute, accompagné quasiment systématiquement de 2 ou 3 résidents qui témoignent. Justement, est-ce qu'ils ont été tout de suite, est-ce que tout de suite ils ont répondu à l'appel en disant oui, ces ateliers m'intéressent? Les résidents? Oui. Ah oui, complètement. Les résidents qu'on appelait résidents auparavant, qu'on appelle quasiment maintenant adultes, puisque comme tout à chacun, on change un peu d'assignation, d'étiquette. Et direct, ils ont compris l'intérêt d'aller de donner leur voix au chapitre en fait. Donc il y avait un vrai besoin Ouais. d'information. En France, le handicap avec la grande dépendance est souvent un peu... en médecine, on a un patient, on attend. Dans le médico-social, on est résident, on réside, mais on est plus que ça. Et donc, en fait, ils se sont emparés de ça très très vite, et c'est devenu des rendez-vous hebdomadaires, et il ne s'agirait pas d'en manquer un. Là, on a combien de personnes inscrites de façon hebdomadaire? Entre 15 et 25. 15 et combien de 25 résidents sur 70 résidents. Donc c'est assez important. Et puis, toujours le truc, c'est qu'ils vont voter s'ils le souhaitent. En tout cas, on leur donne les moyens. Et, Ils choisissent après. Ouais, c'est eux qui ont le choix. Et grâce maintenant à toutes ces années d'expérience, comme tu disais, vous voulez essaimer un peu dans d'autres établissements et vous avez conçu un jeu. Moi, je vous ai suivi Oui. au Fab Lab à Rennes quand vous avez essayé d'imaginer ce jeu. On regarde ça pour se donner une idée? Dans France, nous, on est le conseil municipal. Les citoyens qui sont autour de la table, ils vont sûrement nous faire des demandes auxquelles on devra répondre. Partie de jeu inédite et surprenante entre personnes en situation de handicap et professionnels. Le but est de sensibiliser aux enjeux du vote avec des citoyens qui formulent des attentes. Je n'ai pas de transport proche de chez moi. Et un maire avec son conseil municipal qui essaye de dépenser au mieux les impôts. 2 millions. 2 millions de parking. Alors on l'installe où le parking là dans la ville? Là. Ce jeu est un aboutissement pour ces professionnels. Depuis 4 ans, depuis que ces personnes en tutelle peuvent voter en France, ils réalisent des ateliers autour des élections à la maison d'accueil spécialisée des Champs-des-Halles à Dinan. En fait, on essaye d'aboutir à la finalisation d'une méthode qui s'appelle la méthode des ateliers citoyens, où on informe et sensibilise les résidents de la masse, les Champs-des-Halles de l'association Coalia, depuis 4 ans. On les sensibilise au droit de vote en fait. Et ce qui nous manquait, c'était une sorte d'accroche un peu ludique, ludo-pédagogique. Et l'invitation que nous a fait le Fab Lab My Human Kit là, nous permet de réaliser un prototype en 3 jours. Et ouais, on l'a pas loupé le jeu. Un prototype réalisé avec les personnes concernées. J'aime bien faire plein de choses comme ça. L'équipe espère diffuser ensuite ce jeu dans les instituts, les EHPAD et même les écoles un peu partout en France pour comprendre simplement l'enjeu du vote. Quand est-ce que ce jeu sera prêt alors? En fait, c'est ça le boulot, c'est que cette démarche là, qui est une méthode aujourd'hui, en fait, elle s'agrandit. Donc là, on est en collaboration avec un Fab Lab de Rennes, la My Human Kit. On a conçu un prototype de jeu. Donc, on s'est fixé fin juin 2024 pour avoir le prototype finalisé, testé, validé. Et on aimerait que pour décembre 2024, le jeu soit édité, créé, édité et publié. Et vous avez déjà des demandes d'établissements qui veulent vous prendre le jeu? Alors, pas prendre le jeu spécialement, mais en tout cas, nous demandons à nos services d'accompagnement sur la méthode. On a eu des établissements, un étudiant en Suisse, un service hospitalier de Lyon, un colloque à Marseille, des établissements à Quimper, Lorient, un peu partout en fait. Parce que on voit bien que les gens, ça suscite de l'intérêt, mais il y a toujours en fait des fantasmes.
Et puis des craintes de dire je sais pas faire. Mais nous on est tous sauf experts politistes. Donc, Quel fantasme? Les fantasmes de dire est-ce que j'ai les compétences pour ça? C'est un sujet qui peut être tabou, qui peut être dangereux, qui peut être polémique. Typique, non, ils seront pas capables de les voter. Et on travaille, je vous le disais souvent, en réseau, en collaboration avec d'autres personnes en Bretagne et en France. Et il y a une docteure en droit, une juriste, qui nous stipulait que dans sa thèse, elle avait ressorti des témoignages en direction des femmes, au moment de 1944 où elles ont eu l'obtention du droit de vote, et qui disaient en fait elles ne sont pas capables. Donc les mêmes propos, 1944 pour les femmes, 2019 pour les personnes en situation de handicap ou du moins en tutelle, les mêmes mécanismes en fait. Mais en fait je crois que c'est plus polémique de rien faire que de faire quelque chose. Donc, et ce qui est assez drôle ou étonnant, c'est que ces adultes-là qu'on accompagne, en fait, eux sautent de joie à l'idée de recouvrer cette citoyenneté, en fait, contrairement à plein de citoyens en France. Ce qui nous fait penser que, là, on est en train d'œuvrer pour une certaine partie de la population, mais on œuvre sur un courant global qui est un accès à la citoyenneté ici, à la culture là, au sport là, en fait, voilà. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas que ces ateliers que tu mènes. Là, tu en as cité, il y a aussi un événement Surf pour tous, il y a du théâtre, il y a aussi former des guides aussi, tu en formes certains qui sont guides. Ouais. On va découvrir tout ça dans la journée avec toi. Okay. Mais juste avant, qu'est-ce qu'on fait? On va déjeuner peut-être? Ouais, on va aller déjeuner ensemble si vous voulez. Donc tout ça, c'est souvent, c'est des volontés des uns et des autres, mais à moyen constant. Donc il faut réinventer les contours des postes de travail. Moi j'adore ce qu'il fait. C'est bien, c'est sensé, non, j'aime bien. On va chercher à émanciper la personne, dans l'absolu, à ce qu'elle ait plus besoin de nous pour prendre ses propres décisions. Et bien du coup, nous, notre statut, il change en fait par rapport à eux. C'est un vrai travail et que je trouve hyper honorable d'avoir pris ces initiatives, même si c'est pas toujours facile. C'est un sujet qui peut être très touchy, quoi. Donc non, j'ai trouvé ça super comme projet. Ouais. Quand il a une idée en tête, il fonce, quoi. Il change pas d'avis et il va jusqu'au bout, même si les portes qui sont fermées, il va les ouvrir, pas de souci. Il faut toujours une locomotive pour lancer un train. Et des fois, il faut savoir que les résidences sont souvent dans une forme de chronicité et une forme d'habitude de rester un peu sédentaire. Mais ils sont aussi extrêmement motivés par le fait d'aller vers l'extérieur et qu'ils se révèlent, souvent qu'ils se révèlent. Ah, les résidents, j'assure le suite. Du coup, Johan, si on parle un peu de ton parcours, est-ce que tu as toujours été dans le monde du handicap? Non, auparavant, en fait, j'étais éducateur sportif et animateur en environnement, en fait. Je travaillais dans une association à Saint-Lunaire, à côté de Saint-Malo, et où j'ai fini directeur adjoint de la structure. Et puis en 2009, j'ai décidé de changer un peu de voie et de devenir éducateur spécialisé. Donc j'ai fait 3 ans de formation dans une école à Rennes. Et puis en 2013, j'ai été embauché ici, où j'ai pu... j'ai endossé les fonctions de coordinateur de service. Et puis là, travailler en équipe avec un public que moi je ne connaissais pas spécialement, le secteur du handicap. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses à faire, parce qu'en fait, c'est des gens qui ont été mis au banc de la société. Il y a un mieux majeur, mais en fait, il faut quand même aller travailler dans ce sens-là, pour dire, je compte. Alors, regardez-nous, on compte, on a une parole à donner, et elle compte comme pour tous les citoyens, en fait. Tu me parles même de magie. Tu me dis que tu as découvert une magie ici, en fait, si on regarde bien. C'est fort comme mot. Parce qu'en fait, ici, on est dans un établissement qui accueille des personnes très très dépendantes et qui, justement, sont un peu cachées dans la société civile. Et en fait, pour différentes raisons, historiques, culturelles et autres. Et puis, en fait, on a des attitudes, des postures, des personnalités, des vraies personnalités très très fortes qu'on peut voir dans le quotidien, qu'on peut voir au sein d'animation, au théâtre, dans les ateliers citoyens, au surf. On voit des personnes hyper impliquées, sans filtre. Donc on vit un peu dans un milieu des extrêmes en fait, avec des fois le pire et le meilleur. Et c'est ça qui fait en fait c'est cette balance-là perpétuelle qui est éreintante parfois, mais qui est très énergisante en général en fait. Et puis ça nous renvoie à chacun. On dit souvent ça dans la profession, on n'est pas là par hasard.
Justement, tu es là pour quoi alors? Eh ben, pour mettre du sens dans ma vie, du sens dans la vie en général, et puis avoir aussi un pouvoir d'agir, transformer ce qui nous déplaît dans la société en fait. Donc après, j'ai pour habitude de dire, ce qu'on fait c'est important mais c'est pas grave. Donc il faut relativiser, c'est-à-dire qu'on fait des choses, on va pas changer le monde, hein, mais en tout cas on va essayer d'infléchir certaines attitudes, certains comportements au niveau local et puis plus largement au niveau régional, national et autres. Et puis c'est éviter l'amertume, hein, éviter le ressenti. Donc c'est de se dire, bon, ben voilà, il y a des choses qui ne vont pas, comment je peux agir, qu'est-ce que je peux faire, je fais. Là, à travers le parcours que tu m'as décrit, j'ai l'impression que ce que tu mets en place, les activités que tu mets en place, ça regroupe un peu tous les postes que tu as occupés pour l'instant. Ouais, en fait, ouais, dans ma tête, dans mon esprit, c'est de faire une synthèse en fait de ce que je peux apporter. Et donc moi j'ai pas toutes les compétences loin de là, et donc c'est d'aller s'adresser aux bonnes personnes, des gens qui sont sensibles à la question, donc des techniciens de leur domaine, je sais pas, dans l'environnement, dans le théâtre, et puis pour plus loin, je sais pas, dans la mécanique, dans le jardinage, voilà. Et là on obtient un tissu qui est intéressant, et puis là on est dans le concret. Et justement, tu as rendez-vous cet après-midi pour un événement Surf pour tous. Oui. On va te suivre. Salut Benoît. Tu vas bien? Bien et toi? Bonjour Benoît Mathilde. Bonjour, enchanté. Enchanté. Donc co-organisateur avec Johan de l'événement Surf pour tous. D'accord. Le surf est voire très très coté au niveau social, et le handicap c'est l'exact inverse quasiment. Et donc je me disais qu'en faisant une sorte de mix des deux, on pourra avoir un équilibre assez intéressant. Tu vas mettre une combi quand tu es en établissement, c'est quand même pas facile. Marcher le pied nu sur la plage, dans l'eau, sur la planche, donc tout est au vert pour que ce soit une activité hyper positive pour ces personnes-là. Tu as remarqué depuis des années, il y a ce bienfait, cette évolution. C'est ce dont tu parlais, le côté à la fois social de partager quelque chose et ce contact avec la nature. Ouais, c'est le combo en fait. Ouais. Je vous propose, si vous voulez, de passer dans l'atelier. D'accord. La posture d'enfoncement dans la planche était hyper rassurante. Tu vois, des gens qui sont que en fauteuil, qui vont jamais dans l'eau, c'est exceptionnel ce truc-là. Il faut de l'appui des mains. Tu vois. Ça, c'est un truc fondamental. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on utilise un matériel lambda, qui n'a aucune adaptation particulière. Et l'objet de la visite aujourd'hui, c'est de voir si MD Surfboard ici était en capacité éventuellement d'envisager des modulations, des adaptations possibles. Il y en a besoin? Bah ouais, parce qu'en fait, il y a autant de situations de handicap que de personnes. Donc l'idée, c'est peut-être pas de faire de l'individual tout le temps, mais c'est de proposer peut-être des supports qui pourraient être génériques à certains profils de population. Donc, et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que rendre accessible le surf, c'est mettre en branle des clubs, des professionnels et puis du matériel. Parce que si on n'a pas le matériel, en fait, les gens vont dire c'est bien, mais ils s'arrêteront sur le bord de la plage ou ils se blesseront, voilà. Donc là, en faisant cette petite visite là à Saint-Malo, en fait, on s'aperçoit que il y a tout sous la main et qu'il y a des envies, donc ça pourrait être une super opportunité pour la suite. Quel est le but là de l'événement? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? L'événement Surf pour tous, c'est l'inclusion par le sport sur 2 jours au Surf Réel, à Lens-Ducrot. Et l'idée, c'est de proposer des baptêmes de différentes activités. Et c'est de faire se rencontrer des gens qui habituellement ne se rencontrent pas. C'est-à-dire le secteur du social, médico-social et le droit commun. Et puis de se dire qu'après, il y a des assos, il y a des clubs qui sont là pour et qui veulent. Donc, justement, tu me disais, c'est la 5e année en 5 ans. Est-ce que tu as observer des répercussions concrètes? Est-ce qu'il y en a après qui se sont mis au surf? Il y a des changements, mais alors ça va tout doucement. Hein. Tout doucement. Et là, en fait, c'est aussi peut-être, on se dit, on passe sur 2 jours cette année, et il y aura sûrement un coup d'accélérateur. Alors voilà. Justement, en France, il y a seulement 4 à 6% des personnes en situation de handicap, on estime, qui pratiquent un sport. Et le gouvernement a décidé cette année de mettre 2,2 millions d'euros
pour former les encadrants des clubs sportifs, pour que les clubs ouvrent davantage leurs portes aux personnes en situation de handicap. Et notamment, en ce moment, il y a des formations d'encadrants de clubs. Et du coup, j'ai été les rencontrer sur cette journée. On regarde ça ? Ouais. 1,4%, c'est le pourcentage de clubs de sport en France indiquant accueillir des personnes en situation de handicap, un chiffre très faible. Alors le comité paralympique et sportif français propose des formations aux encadrants pour qu'ils osent sauter le pas. Une dizaine de clubs ont répondu à l'appel à l'emballe. En fait, c'est parce qu'on n'avait pas eu l'idée de le faire auparavant, d'ouvrir nos portes à une démarche inclusive. Il y a eu un petit spot qui a été diligenté par la Fédération française de la montagne et de l'escalade pour inviter les clubs à la pratique. C'était un petit reportage dans un club qui en faisait. Et en fait, entre copains, on s'est dit, mais en fait, pourquoi pas nous ? Parce qu'on est tout à fait dans un état d'esprit qui correspond à ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le faire. Donnons-nous les moyens de le faire et allons-y. Aujourd'hui, une personne en situation de handicap doit parcourir en moyenne 50 km pour trouver un sport adapté à son profil et ses envies. C'était le cas de cette basketteuse qui a finalement créé une section à Iffignac, près de Saint-Brieuc, territoire où elle réside. Moi, ça a été ça. J'ai joué de 2018 à 2023 au club de Lannion. Et donc j'ai fait 50 minutes de route aller, 50 minutes de route retour. Après l'entraînement, après 2h30 de... Enfin, t'es crevé, il est 23h30. Mais invalide, à 5 minutes autour de chez lui, allez, grand max 20 minutes, il a le sport qu'il veut. Donc c'est pas normal. C'est pour ça aussi que on a voulu créer cette section, parce que sur le bassin de Saint-Brieuc, il n'y avait rien. L'objectif de ce programme, fixé par le ministère des Sports, est d'ouvrir les portes de 3000 clubs sportifs en France d'ici juin 2025. Pour la petite histoire, Club Inclusif a été réfléchi au tout départ par la ville de Paris et le comité paralympique sportif français en Ile-de-France. Et en fait, pendant cette expérimentation qui a plutôt très bien marché, le gouvernement, je dis le gouvernement parce que les ministères des Sports et sur le champ du handicap ont décidé d'appuyer cette dynamique et déposer 2,2 millions d'euros sur ce projet pour justement qui se déploie sur l'ensemble des territoires. Une manière de laisser un héritage des Jeux paralympiques sur le territoire français. J'attends de voir. Ouais, t'as raison, moi aussi. Ok, bah ouais. Mais c'est excellent le pont que tu fais là. Mais là, les chiffres sont parlants, vraiment, de se dire qu'il n'y a que 1% des clubs d'ouverts, 4 à 6% de personnes en situation de handicap qui pratiquent du sport. On se dit, oui, il y a encore du travail. Ouais. Le truc, c'est qu'en fait, c'est le sport en général qui n'est pas accessible. Et je pourrais aller plus loin, c'est la culture, c'est l'éducation, tous ces champs-là. Donc moi, en développant Sport pour tous, c'est œuvrer dans ce sens-là. Et justement, quand tu parles de culture, tu as aussi un projet avec du théâtre. Il y a aussi du théâtre que tu as amené au Champ des Halles, à la maison spécialisée. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Donc on est sur pareil, rendre accessible la culture. Et puis en fait, au départ, on le faisait au sein de l'établissement tout le temps. Et petit à petit, cette année, par exemple, on n'a fait aucune répète au sein de l'établissement. On le fait dans une salle de la ville qu'on loue. Et le spectacle se passe là-bas. On invite des acteurs de droit commun, des associations, des lycéens, la mairie, tout ça, pour venir voir cet événement. Donc ça, c'est un élément. Et puis, on va aussi au théâtre. On va au théâtre à Saint-Malo, on suit la programmation. Donc c'est aussi une œuvre un peu militante. On va un peu déranger les infrastructures qui n'ont pas toujours les facilités d'accès pour rentrer avec un fauteuil tout simplement ou s'asseoir. Et puis, mais c'est le même mouvement. Dire on a tous le droit à la culture, on a tous le droit au sport. Donc on va travailler dans ce sens-là. Et tout à l'heure, quand je parlais avec Benoît, c'est pareil, on va accéder à la nature. On connaît... Oui, parce que alors justement, c'est-à-dire que là, on a parlé des ateliers autour du droit de vote, on a parlé du surf, du théâtre, et malgré tout ça, tu te dis j'ai encore plein d'idées, donc tu as développé une activité de consultant à côté pour pas être frustré en fait, pour pouvoir faire tout ce que tu as en tête. Bah ouais, parce qu'en fait, moi je travaille pour l'association Coalia là, depuis 10 ans aussi, et donc moi je travaille dans un certain cadre. Dans lequel je peux faire plein de choses, mais aussi, des fois, on n'a pas le temps de faire tout, et puis on peut faire des choses ailleurs. Donc j'ai une activité de consultant indépendant, consultant en accessibilité, où je développe des projets justement qui vont dans ce sens-là aussi, dont le projet Strolade avec Benoît Leflougog de l'association Escale. Tu as formé une vingtaine de personnes qui sont guides en 3 ans, c'est ça ? Ouais, voilà, tous les ans, en fait, on était parti d'un principe avec Bruno Alera, un travailleur social, il y a 3-4 ans, de dire qu'en fait, il y avait des gens qui avaient voulu, qui étaient travailleurs ESAT, ou suivis par d'autres services sociaux, et qui voulaient faire de la rando. Et en fait, on les avait pas trop acceptés, parce qu'ils étaient en situation de handicap, des singularités, des différences. Et puis en fait, ils ne se sont pas démontés, ils se sont dit, tiens, on va monter un club de rando, nous.
Et de fil en aiguille, nous on s'est greffé là-dessus, on s'est dit tiens, on va peut-être aller un plus loin, on va vous proposer ce que pratiquait l'inclusion sociale inversée. C'est-à-dire qu'au lieu de participer à un club, c'est eux qui vont devenir les accueillants, les guides. Donc on les forme depuis 3 ans là maintenant là, à être guide nature d'un jour. Donc on leur donne de la compétence en animation, de la posture sociale, de la compétence en environnement. Mais tu as assez de temps dans tes journées pour faire autant de projets? Alors des fois on se dit il faut garder le sourire qu'on avait avant parce qu'en fait on peut se faire envahir par tout ça. Il n'y a pas que ça dans la vie quand même. Hein. Et puis donc l'idée c'est d'équilibrer. Quand est-ce que tu seras satisfait toi de tout ça? Alors c'est la grande question que je me pose. C'est serais-je satisfait un jour? Mais peut-être que c'est la quête d'une vie, c'est de se dire on commence des choses, d'autres les continueront. Et puis moi j'étais là un moment et puis on passe le relais. C'est peut-être aussi apprendre l'humilité et puis la contrecarrer avec l'énergie qu'on peut avoir des fois. Donc voilà. Eh bien Johan, merci pour cette journée. Merci. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour suivre un autre costarmoricain ou une autre costarmoricaine sur le département Kenavo. Si, j'ai vu, elle s'appeler. C'est parti mon kiki? Je vais te poser un micro, tu parles beaucoup trop, c'est parfait. J'adore tes questions.